Chapitre 7. Jeanne. Jeanne-Louise détestait ses prénoms. Elle en voulait terriblement à sa mère, une nymphomane patentée, qui les lui avait octroyés parce qu'elle avait le sentiment, sans doute erroné, que son géniteur s'appelait Jean-Louis. Sans aucune garantie d'authenticité, bien entendu. Elle avait eu une telle quantité d'amants. De son enfance ballottée au vent qui soufflait la plus noire misère, ou au contraire apportait une opulence provisoire, il ne lui restait que des images fragmentaires qu'elle s'efforçait d'effacer de sa mémoire. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était d'oublier, tout simplement. Et pourtant, elle revoyait sans cesse la silhouette structurelle de sa génitrice, toujours maquillée, pomponnée, quelle que soit la fortune du moment. Elle ne représentait pas un canon de beauté, mais elle possédait un charme venimeux qui attirait les hommes comme la lumière attire les papillons. Était-ce pour cette raison que, pour ne pas lui ressembler, elle s'était toujours ingéniée à s'habiller le plus mal possible, fuyant toute mode et tout vêtement susceptible de la mettre en valeur. Elle ne se maquillait jamais et refusait tous autres produits de beauté que le savon de Marseille. Jusqu'à la mort maternelle, survenue 5 ans plus tôt dans un hôpital parisien des suites d'une maladie incurable, rançon de sa vie dissolue, elle avait refusé de prêter attention à son aspect physique. Après le décès, il n'y eut pas de miracle, elle n'avait pas été capable de se libérer de ses chaînes. Elle possédait pourtant une magnifique chevelure d'un blond vénitien qu'elle négligeait ostensiblement et qu'elle portait longue sur les épaules, rabattue sur son visage, afin que l'on ne puisse capter l'éclat de ses yeux d'un bleu turquoise qu'elle tenait toujours baissés vers le sol, afin que personne ne les aperçoive. Les conséquences évidentes de cette attitude étaient qu'aucun homme ne s'intéressait jamais à elle, l'obligeant à vivre renfermée dans son univers de refus. Elle n'avait offert son corps à la vue d'étrangers qu'à 2 occasions. Un de ses camarades de fac avait réussi, après l'avoir fait boire plus que de raison, à lui enlever ses vêtements et sa virginité. Elle n'en avait pas gardé un souvenir impérissable. De surcroît, une indiscrétion lui avait appris que le désir soudain manifesté par ce garçon n'était autre que la suite d'un pari engagé avec d'autres potaches. Elle en fut ulcérée et gardait depuis une méfiance chronique envers les hommes. Dans des circonstances tout à fait différentes, elle s'était à nouveau exposée au regard des autres. Un des amants de Nicole, sa mère, qui s'appelait Marco, et avait l'habitude de parader dans un cabriolet Mercedes, coiffé d'un panama qui lui donnait l'air du Mac qu'il était certainement, les avait emmenés passer la journée à Deauville. Sa génitrice, qui s'énervait souvent de la pusillanimité de sa fille, imagina dans son esprit tordu de lui tendre un piège. Sans la prévenir, elle avait fait l'acquisition d'un maillot de bain 2 pièces, très à la mode, qu'elle avait décidé de lui faire porter. Quand, arrivée sur la plage, Nicole suggéra à Jeanne d'enfiler ce nouveau maillot, la jeune fille refusa tout net. Le ton monta, et Jeanne tenta avec force de s'opposer au diktat maternel. Son refus provoqua une terrible colère de sa mère, qui se mit à hurler après elle sous le regard des vacanciers qui les entouraient. Mortifiée par les éclats de sa mère, honteuse de la curiosité qu'elle suscitait, elle finit par céder. Lorsque, sortie de la cabine louée par Nicole, elle dut s'exposer à la vue de la foule, elle crut mourir de honte. Tandis qu'elle avançait vers les flots dans lesquels elle espérait trouver refuge, elle se sentait comme violée par les dizaines de regards braqués sur elle. Elle pensait n'être qu'une victime de la curiosité morbide des voyeurs qui se moquaient de son apparence, alors qu'elle était si bien faite
qu'elle soulevait l'admiration légitime de ceux qui la contemplaient. Mais elle ne s'en rendait même pas compte. En dépit de la fierté de sa mère, qui clamait haut et fort qu'elle était sa fille, et du regard concupiscent que l'amant lui destinait, elle resta persuadée que toute une population s'était bien moquée d'elle. Elle se jura de ne plus jamais accepter de sortir avec sa génitrice, ni de se remettre un jour en maillot de bain, et elle tint son serment. Elle possédait pourtant une intelligence supérieure à la moyenne, elle avait suivi un brillant cursus, et aujourd'hui gagnait largement sa vie dans une société financière internationale. Dans la vie courante, elle ne s'ennuyait jamais. La marche était son activité de détente préférée, et notamment la découverte des endroits les plus secrets de la capitale. Elle ne dédaignait pas non plus les sites à découvrir autour de Paris, et n'hésitait pas à se rendre en province dès que l'occasion se présentait. Elle passait également ses vacances à l'étranger et avait déjà visité une grande partie des pays européens. Les seuls objets de valeur qu'elle condescendait à acheter et sur lesquels elle ne lésinait jamais sur le prix étaient les chaussures de marche qu'elle exigeait les meilleures du marché. Ce jour-là, elle avait marché une grande partie de la journée, s'attardant le long de la Seine, fouinant chez les bouquinistes, toujours à la recherche de l'édition rare ou du livre inattendu, puis elle avait rejoint la place Saint-Sulpice. Il pleuvait sur Paris, une pluie si froide et si drue qu'elle décida d'arrêter sa déambulation. Elle se réfugia dans la terrasse chauffée du café de la mairie et commanda un café. Elle observa un long moment les monuments qui ornaient la place, les énumérant au passage à l'aide du guide de Paris qu'elle emportait toujours avec elle. En face d'elle, au centre de l'esplanade, la fontaine style Renaissance, édifiée en 1847 par Louis Visconti, parfois nommée la fontaine des orateurs, sur laquelle sont représentés 4 évêques, Jacques Bénigne, dit Bossuet l'aigle de Meaux, Fénélon de Cambrai, Esprit fléché de Nîmes et Jean-Baptiste Massillon de Clermont-Ferrand. Plus loin, l'église dédiée à Saint-Sulpice, le vieux au XIIe siècle, dont la façade actuelle était due à Giovanni Servandoni. Au numéro 6, la maison de cet architecte présentait une magnifique façade, tandis qu'au 9 de la place se dressait l'annexe du ministère des Finances, ancien séminaire de 1820, bâti sur les plans d'Hippolyte Gott. De l'autre côté de l'église, elle entrevoyait la mairie du 6e arrondissement. Il faisait vraiment trop mauvais, elle décida de rentrer chez elle, se promettant de revenir bientôt pour s'intéresser de plus près à toutes ses œuvres d'art. Ce fut en quittant le café abrité sous son grand parapluie que son regard fut attiré par une vitrine située au début de la rue Bonaparte, au-dessus de laquelle était inscrit « Voyage en Chine ». Elle qui ne se projetait jamais dans l'avenir, qui pensait que sa route était toute tracée, eut ce jour-là une illumination. Et si elle faisait le voyage de sa vie? Sitôt dit, sitôt fait, elle avait tellement peur de changer d'avis qu'elle s'inscrivit pour un périple de 18 jours dans l'Empire du Milieu, sans trop connaître les détails du circuit qu'elle allait parcourir. Le jour de la présentation, elle ne manqua pas d'être intriguée par le garçon assis non loin d'elle. Elle qui se défiait des hommes se sentait intéressée par celui-ci. Une émotion inhabituelle l'envahit. Elle se surprit soudain à espérer qu'il la remarque aussi. Le miracle n'eut pas lieu. L'objet de son soudain intérêt avait sans doute d'autres chats à fouetter.